rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce direct depuis notre studio de Judaïque FM. Pour cette dernière émission de l'année, je vous propose un sujet qui nous éloignera un peu de l'actualité, toujours aussi sinistre, en France comme au Moyen-Orient. Mais quelque part, on aura cette actualité en arrière-plan, parce que avec la nouvelle guerre déclenchée par l'État islamique et le massacre des minorités en Irak et en Syrie, avec la violence qui est revenue entre Israël et les Palestiniens autour de Jérusalem et du mont du Temple, on entend de manière lancinante que serait revenu le temps des guerres de religion. Contre cela, les associations qui essayent de promouvoir le dialogue interreligieux ou intercommunautaire travaillent pour déconstruire les préjugés et ma série a accueilli pratiquement presque tous ceux qui œuvraient dans ce sens. Parmi ces associations coexistaient associations de jeunes déjà reçues en 2012. On avait alors entendu des représentants des trois grandes religions monothéistes. Mais nous n'avions pas, à l'époque, reçu leur président, Samuel Grybowski. Alors, nous devrions l'avoir au téléphone. Et Samuel, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends, je suis avec vous. Merci Samuel. Alors, j'ai le plaisir donc de vous avoir comme invité aujourd'hui pour que vous parliez à nos auditeurs d'une réalisation étonnante de votre association, puisque vous avez réalisé entre juillet 2013 et avril 2014 l'Interfaith Tour, qui est une expérience tout à fait inédite dans le domaine du dialogue interreligieux. 5 jeunes, Victor, un athée, Ismaël, un musulman, Ilan, un juif, Jocelyn, un agnostique, et vous-même, donc Samuel, qui est un chrétien, vous avez fait le tour du monde à la recherche d'initiatives dans le domaine du vivre ensemble entre communautés religieuses. Alors, je dois tout de suite inviter nos auditeurs à visiter le site de cette odyssée. L'adresse, c'est interfaithtour.com. Tout le monde ne parle pas l'anglais, alors je vais épeler. interfaithtour.com. C'est vraiment très bien fait. On peut naviguer à partir d'une planisphère et avoir pour chacune de vos étapes, alors vous avez visité 70 villes, un résumé de ce que vous avez vu. Et il y a même, voilà, il y a des vidéos en plus, il y a plein de vidéos. Alors, c'était pas possible de faire une émission avec vous 5, assis autour du plateau, mais j'ai voulu inviter aussi Ilan Sialom. Bonjour Ilan. Bonjour. Ilan, vous êtes le juif, entre guillemets, du groupe, et j'ai voulu que vous veniez parce que je pense vraiment que dans cette période de peur et de repli communautaire que nous vivons, il est important de vous entendre aussi. Samuel, d'après ce que j'ai compris, votre but n'était pas de démontrer que l'on pouvait coexister au quotidien entre personnes de religion ou de croyances différentes. Ça, vous le faites au quotidien, vous étiez amis avant de partir. Moi, j'ai une question simple. Après tout ce que vous avez vu et échangé entre vous 5 pendant ces 9 mois, est-ce que les rapports des uns ou des autres à leur propre religion avaient changé à votre tour ? Oui, c'est évident que les rapports de chacun à sa propre conviction ou religion a forcément changé pendant le tour, mais la question qui se pose, c'est de quelle façon est-ce que ça a changé ? Si on se demande est-ce qu'il y a eu des conversions ou des personnes qui se sont converties, évidemment, c'est pas un scoop, on va spoiler les personnes en vous disant que non. Ou alors, comme me dirait Ilan ou d'autres, s'il y a eu une conversion, c'était éventuellement à la fraternité, puisque on est parti comme des amis, on est revenus comme des frères. Donc ça, c'est une réalité. Je pense que s'il y a eu une évolution quand même, elle est importante. C'est au niveau de la compréhension de soi-même et de la compréhension de l'autre. Et comment est-ce que cette double compréhension rentre en dialogue ? Et là, il y a une évolution, parce que on a forcément eu des assouplissements, aussi des enracinements, des ouvertures qui se sont faites, qui ont bougé, qui sont compliquées à dire et à comprendre. Il faut parfois des mois pour les laisser décanter. Mais quand on arrive tous du haut de notre culture judéo-chrétienne, abrahamique, occidentale, et qu'on se retrouve en Asie pendant 3 mois, dans des religions polythéistes, avec une vision du monde qui est circulaire et puis renouvelable, forcément, on est dans des situations de choc qui nous font évoluer sur certaines de nos certitudes. Et en même temps, tant qu'il y a des certitudes qui évoluent, il y a aussi des certitudes qui s'enracinent et qui sont encore plus fermes. Très bien. Alors, je vais poser la question suivante pour Ilan, parce que ce projet, bon, il est extraordinaire. Bien sûr, c'est le rêve de tous les jeunes, de pouvoir arrêter ses études pendant 1 an, de faire sa valise et de découvrir toute la planète. J'imagine quand même que ça n'a pas été facile matériellement. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelles conditions vous avez voyagé ? Est-ce que c'était comme des touristes ou est-ce que c'était à la dure en couchant la belle étoile ? On a préparé ce tour du monde pendant 1 an.
un an de préparation, on a développé des réseaux, des contacts. Donc à partir de là, on n'a pas eu, c'est pas le mythe du sac à dos à 5 qui partons pendant 10 mois à la Belle Étoile. Non, on a eu sur 300 jours de voyage, on a été hébergé à 297 reprises. D'accord. De manière bénévole, on a pu tester l'entraide et la solidarité au niveau mondial pendant 10 mois. Les 3 nuits où on n'a pas dormi, entre guillemets, de manière gratuite, c'était pour des raisons de sécurité au Nigeria ou dans des étapes de transport. Donc on a eu un très bon accueil et je tiens à insister vraiment sur l'accueil notamment des ambassades du réseau du ministère des Affaires étrangères. Alors, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il a fallu quand même réunir quelques fonds pour aller sur les 5 continents. Qui est-ce qui vous a soutenu? Est-ce que c'était des fondations, des États? On a plusieurs. C'est à qui s'adresse la question, Samuel? C'est peut-être. Moi. Allez, à Yann. D'accord. On a eu en gros le tour du monde, l'Interface Tour, coûte 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros, il y a 5% qui viennent de coexister, 5% qui viennent de notre autre partenaire Spark News, qui est du journalisme d'impact positif, qui donne des solutions et pas uniquement des situations de conflit. On a 25% par la fondation Caritas, donc beaucoup de fondations, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade des États-Unis en France. Vous ont aidé. Alors Samuel, vous avez été dans une 50aine d'États. Étrangement, par exemple, vous n'avez pas été dans des pays qui sont très proches de la France, comme l'Algérie et la Tunisie. Comment ça se fait ? C'est vrai, alors il y a plusieurs pays qui ont été omis qui peuvent paraître surprenants quand on regarde la carte du tour du monde. La première question des gens, c'est pourquoi vous n'êtes pas allé en Russie? Alors pour chacune des absences, il y a une raison rationnelle. C'est vrai que les voisins immédiats de la France, comme la Belgique, l'Angleterre ou la Suisse où nous ne sommes pas allés, par exemple, c'est parce que c'est nos voisins, tout simplement. On les connaît bien, oui. Voilà, on les connaît bien, on peut retourner simplement. Moi, je vais en Suisse la semaine prochaine. Pendant le Tour de France, nous sommes passés en Belgique. Et puis l'Angleterre, c'est nos amis. On a déjà concouru ensemble à plusieurs concours de prix interreligieux internationaux. La question du Maghreb, pour le coup, c'est une question financière. C'est une question de moyens, puisque quand on était au Moyen-Orient, on a fait 4 pays au Moyen-Orient, ou 5 en fonction des visions des uns et des autres, 4 ou 5, parce que c'était Turquie, Liban, Israël, territoire palestinien, et puis l'Égypte. Ouais. Et en arrivant à la fin de cette épopée du Moyen-Orient, on se dit, est-ce qu'on va au Maghreb comme prévu, ou est-ce qu'il faut qu'on aille directement en Afrique de l'Ouest? Et là, les caisses étaient vides à ce moment-là du voyage, et se sont remplies plus tard, et on n'avait pas les moyens de faire la boucle par le Maghreb. Alors Samuel, le Maghreb, c'est aussi le voisin. Bien sûr, bien sûr. Alors Samuel, justement, on vient de parler du Moyen-Orient. Vous venez donc de citer vous-même les pays où vous êtes allés. Alors, moi j'ai noté, c'était tout à fait normal que vous n'alliez pas dans des États en guerre où c'était impossible d'aller, comme la Syrie ou l'Irak. Mais par exemple, en ce qui concerne les pays du Golfe, vous n'y êtes pas allé, mais vous êtes allé au Sultanat d'Oman, et j'ai relevé un témoignage tout à fait positif. Est-ce que vous pourriez en parler à nos auditeurs? Oui, c'est vrai. Alors quand même, les pays du Golfe, il y en a un où on est allé, mais pour recevoir un prix auquel on était nominé, donc c'est le Qatar. Donc on est allé simplement à Doha pour plus tard, mais pas dans le tour du monde, c'est vrai. Parce qu'effectivement, ça aurait été un peu difficile de trouver des choses là-bas pour en reparler. En revanche, en Oman, qui est donc un sultanat à l'extrême sud de la péninsule arabique, il faut comprendre que c'est un pays qui a une particularité dans la région. D'abord, pour planter un peu le cadre, c'est que c'est un pays qui est en conflit ouvert avec personne, ni avec les sunnites, ni avec les chiites. Oui. C'est une troisième mouvance de l'islam qui s'appelle l'ibadisme. Et là-bas, on a découvert depuis une monarchie absolue, avec un sultan qui est au pouvoir depuis 45 ans, ce qui hérisse pas mal les poils de la France et de la diplomatie. Mais pourtant, le sultan là-bas, qui est là-bas depuis 45 ans, est extrêmement apprécié de son peuple parce qu'il a une très grande proximité avec eux. C'est 2 millions d'habitants. Donc vous voyez, c'est moins que Paris sur un territoire qui fait un tiers de France. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il a garanti une véritable liberté religieuse qui est théorique dans les textes et effective dans le réel. Et ça, on l'a vu d'abord dans les discours des ministères, etc. Mais on est allé vérifier avec 2 sources à huis clos. La première, c'est le réseau diplomatique français sur place, qui nous a confirmé que la liberté religieuse des protestants, des catholiques et des hindous était effective et totale. Et on est allé voir ces protestants, ces catholiques et ces hindous dans leur lieu de culte, dans leurs célébrations, qui nous ont confirmé que nous sommes en État musulman, avec une monarchie absolue musulmane, avec une majorité musulmane, donc 2 millions de sujets de Sa Majesté. Et notre liberté religieuse est absolue. Parfait. C'est un véritable pied-de-nez en fait dans la région, parce que le voisin du Nord, l'Arabie Saoudite, bien sûr, chacun le sait, a exigé la destruction des élites, etc. Donc c'est vraiment une originalité étonnante. C'est important d'en avoir parlé. Alors, toute dernière question, Ilan, dans les 2 minutes qui nous restent avant la pause. Par rapport à ces pays musulmans, parce que vous qui êtes juif, vous avez été avec le groupe dans des endroits a priori dangereux. Je pense au Liban, je pense à certaines zones dans les territoires palestiniens. Très sincèrement, est-ce que vous avez ressenti de la peur parfois ?
Pour ce qui est des visites dans les pays musulmans que j'ai fait avec le groupe, on a toujours une inquiétude de fait, etc. Et j'ai pu encore le vérifier en étant à Jérusalem il y a une semaine avec Samuel, en allant notamment à Bethléem. Mais la présence du groupe, les interlocuteurs qu'on rencontre, on ne rencontre pas des personnes qui sont opposées au dialogue. On rencontre des initiatives qui sont dans l'action immédiate, concrète pour la société notamment israélienne et palestinienne, puisqu'on parle de on va en parler après la pause. Mais non, j'ai eu effectivement, on a cette crainte en soi, mais qui est tout de suite remise sur le devant de la scène dès lors que on a des personnes avec nous, avec mon groupe, mais aussi avec les personnes en face qui sont là pour écouter, pour dialoguer et pour travailler ensemble. Donc, est-ce qu'on peut dire que j'ai le temps d'ajouter quelque chose juste en une minute, Samuel, avant. Alors, je voulais juste dire qu'au Liban, par exemple, on a rencontré donc Naji El-Khouri qui a fondé la fête islamo-chrétienne de l'Annonciation le 25 mars, qui est donc devenue fête nationale. Et lui, son rêve, c'est ce qu'il nous a fait part, et dont il a fait part à Ilan, c'est qu'il voudrait qu'un rabbin vienne à cette fête islamo-chrétienne du Liban. Et vous savez à quel point ce serait compliqué d'organiser un tel projet, mais c'est notre interlocuteur et c'était son rêve à lui. Samuel, on évoquait tout à l'heure donc votre escale au Liban. Bon, tout le monde sait qu'il y a eu une horrible guerre civile et confessionnelle il y a 25 ans. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les grandes communautés sont elles-mêmes divisées, aussi bien côté chrétien que côté musulman. C'est un pays qui a subi les répliques des conflits avec tous les pays voisins, Israël, la Syrie. Et vous avez écrit sur votre site à propos de cette étape, comment va le Liban ? Le Liban va mal, mais le Liban a les moyens d'aller mieux que tous les autres pays de la région et peut-être mieux que tous les pays du monde. Le Liban porte en lui des germes d'espérance autant que de souffrance. Est-ce que vous pourriez, en 2-3 minutes, dire à nos auditeurs donc, qui vous avez rencontré là-bas et qu'est-ce qui vous rend si optimiste ? Alors optimiste, c'est les germes d'espérance, c'est-à-dire que potentiellement il y a quelque chose de Liban qui est très fort. Je pense qu'il faut dire deux choses. Il faut dire ce qu'il y a de positif au Liban et ce qu'il y a de pas positif chez les voisins en fait, très concrètement au niveau de l'espérance. Ce qu'il y a de positif au Liban, c'est que cette diversité-là aujourd'hui, elle est canalisée. Il n'y a pas aujourd'hui d'affrontement armé entre les communautés. On a des attentats 3 ou 4 fois par an qui sont encore dramatiques, mais on n'a pas de conflit ouvert entre les confessions et le Parlement confessionnaliste de représentation de la diversité religieuse fonctionne. Et on a une demande de la société civile qui demande de plus en plus de droits civils qui sont indépendants des 18 communautés, notamment le mariage qui a été créé il y a 1 an, et ça fonctionne. Je pense que là où il y a un potentiel extraordinaire, c'est que après la guerre civile, chacune des 18 confessions s'est vue attribuer des terrains qui étaient d'habitation, des zones prioritaires de logement, quoi. Et ces personnes, aujourd'hui, la génération qui a notre âge, commence à se croiser et donc à se rencontrer et à sortir des zones. Ce qui se passe, c'est qu'on a des chrétiens qui rencontrent des chiites ou des sunnites, etc. et entre chrétiens de différentes confessions. Et si cette génération pousse jusqu'au bout justement l'idée de sortir de sa zone de protection post-guerre civile, dans ce cas, on va avoir un pays qui va pouvoir montrer l'exemple de la diversité religieuse, du Liban. On a même vu d'ailleurs des responsables chiites, plus ou moins proches du Hezbollah, qui nous ont fait visiter une communauté juive sur place. C'est peu connu, mais à Beyrouth, il y a une communauté juive qui est très faible, mais qui existe, et qui est sous protection en fait du Hezbollah. Alors après eux, on peut considérer que c'est hypocrite, mais en tout cas, c'est un groupe qui se dit résolument contre Israël, mais qui sur place, ça nous a beaucoup c'est un peu difficile. Une proximité avec une synagogue. Voilà. Ceci dit, excusez-moi, juste, je fais une incidente. Vous savez que c'est quasiment impossible, même dans des pays comme la Tunisie ou le Maroc, d'exprimer pour une communauté juive le moindre lien vis-à-vis d'Israël. C'est comme ça, hein. Absolument. Voilà, ça, il faut le savoir. Ça, c'est absolument vrai de le dire. Voilà. Alors, il y a une deuxième chose, par contre, qui me paraît important de préciser, et ça, on l'a ressenti avec Ilan la dernière fois qu'on était en Israël, en territoire. Donc moi, j'y suis allé 4 fois déjà. C'est que il y a quelque chose qui change quand même en 7 ans aujourd'hui, c'est que il y a eu une époque où la situation était peut-être plus dramatique qu'aujourd'hui au niveau militaire ou perte civile, etc. Mais on sentait qu'il y avait de l'espoir. Là aujourd'hui, ce qui nous marque les interlocuteurs de terrain, c'est que c'est très difficile d'aller chercher de l'espoir. On rencontre beaucoup d'initiatives sur le terrain, côté territoire, côté Israël, et des gens qui espèrent et qui pensent que cette situation va se résoudre et qui y croient, ils sont vraiment peu. Et c'est ça aujourd'hui qui a un petit peu de différence, c'est que la situation chez eux est plus calme, mais pourtant on a l'impression
qu'il y a moins d'espoir aujourd'hui. Tout à fait. Je dois dire que sur le fond, dans ce que vous venez de dire, là, je partage votre point de vue sur une certaine désespérance. Alors, je vais quand même maintenant me tourner vers Ilan par rapport donc à vos rencontres en Israël et dans les territoires palestiniens. Bon, il faut bien rappeler à nos auditeurs les dates de votre voyage. Donc, vous avez commencé votre tour en juillet 2013, vous êtes rentré en avril 2014, et c'est depuis qu'il y a le retour de la violence, des attentats. Il y a eu la guerre avec le Hamas donc cet été, donc l'été 2014. Et effectivement, on sent en lisant le compte-rendu sur le site du tour de la douleur, ce que vient de dire Samuel, ses préjugés, la situation inextricable. Il y a quand même un travail qui est fait sur place pour faire se rencontrer les gens. Est-ce que vous pourriez en parler en 3 minutes Ça va être, vu la complexité de la situation sur place, ça va être dur. Ouais, ou 4 minutes alors. Pour aller très rapidement, on a fait des rencontres effectivement dans les territoires palestiniens et en Israël. Je pense notamment là du côté de Jérusalem à Interfaith Encounter Association, donc là ce sont des rencontres interreligieuses qui lient des juifs et des arabes, des israéliens et des palestiniens pour affronter le quotidien. Ensemble, je pense au Peres Center for Peace, notamment, qui travaille sur des questions alors le communes. Centre Peres pour la paix, c'est ça. Qui travaille sur des questions d'énergie, de développement durable, essayer de trouver quels sont les points communs aux deux sociétés sur lesquels on peut s'entendre, et ne pas se focaliser uniquement sur du politique. Donc le potentiel, il existe dans la société civile. On est certes dans une impasse politique, mais nous, l'objectif d'Interfaith Tour, et je pense que Samuel ne me contredira pas là-dessus, c'est de donner la parole à ceux qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Oui. Ne pas laisser la conflictualité avoir le monopole de la présence dans les médias. Tout à fait. Et c'est extrêmement important, on n'est pas des bisounours, on est bien conscient des problèmes qu'il y a sur place, on l'a encore vu il y a une semaine, mais il est important de montrer qu'il y a des choses qui se passent, qui sont possibles, qui émergent de la société civile, et ce qui est le plus important, et de leur donner un écho, de l'influence, une pertinence au moins dans le débat aujourd'hui, de montrer que oui, ça existe et que c'est possible. Donc à partir de là, on a rencontré pas mal d'acteurs. Je vous parle d'Interfaith Encounter, mais il y a aussi d'autres acteurs qu'on a rencontrés. Vous pouvez les citer rapidement ? C'est-à-dire qu'en fait, si l'amitié est mise à mal de part et d'autre, donc côté israélien entre juste chrétiens et musulmans et côté palestinien entre chrétiens et musulmans, cette amitié, elle a quand même existé et donc elle a laissé des traces. Aujourd'hui, on sent avec Ilan, par exemple, que côté palestinien, il y a une islamisation de la Palestine, côté israélien, il y a une judéisation d'Israël, alors qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait plus de diversité acceptée. En Israël, c'était plus facile et plus aisé d'être non-juif, en Palestine, d'être non-musulman. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de part et d'autre, mais quand même, il y a cette amitié, et on a des initiatives qui existent, qui n'ont pas forcément de nom, donc c'est difficile de les citer, mais qui sont à l'échelle micro, qui sont dans les villages, qui sont dans les quartiers. Je vais en prendre une de chaque côté. À Jaffa, on a vu des femmes qui partagent en fait des valeurs féministes et du plaidoyer féministe en tant que femmes arabes, musulmanes d'Israël, et en tant que femmes juives. Donc ça, c'est très fort. Elles nous ont invités à partager un repas. Et côté territoire, on a vu à Burkine un village où les chrétiens et les musulmans se partagent la vigne ou la viande en fonction des périodes de l'année, carême ou ramadan, pour que chacun y trouve son compte. Donc ça, c'est très beau. Maintenant, il faut empêcher que ce conflit et que cette situation, surtout de part et d'autre, soit mono-religieuse. L'islamisation de la Palestine est un danger, comme je dirais la judéisation des Israéliens, puisque c'est une force pour Israël d'avoir une université. 10% d'arabes. On fait notamment allusion à la loi Roch-Léom qu'on a vue la semaine dernière et dont on a parlé, je pense que vous en avez pas mal parlé sur votre antenne. Alors, les minutes filent. Ça va vite, effectivement. Ça va très très vite et il nous reste 5 minutes. Donc il y avait une question que je voulais vous poser. Alors je vais moi-même faire part d'un sentiment, mais on va pas rebondir là-dessus et on va arriver surtout à la fin qui est importante, c'est-à-dire à vos conclusions. Simplement pour dire que vous êtes allé dans beaucoup de pays. Parfois, j'ai trouvé que vous n'enfonciez pas assez le clou sur ce qui n'allait pas. Mais bon, j'allais dire, c'était un peu le but du jeu, c'est-à-dire de mettre en évidence tout ce qui marchait. Je donne 2 exemples. Sur la Turquie, vous parlez de travaux d'interreligieux, mais entre universitaires et la société. Bon, alors là aussi, il y a l'uniformisation, il y a la pression du pouvoir pour l'islamisation de la Turquie. Le Kenya, alors c'est horrible, il y a une situation de guerre civile, et donc parler, je dirais, de cohésion sociale, ça me semble un peu dépassé. Mais revenons à vos conclusions. Vous avez eu la chance de rencontrer, ça je le dis à nos auditeurs, c'est important, vraiment les personnalités de plus haut niveau. Vous avez rencontré le pape à Rome, le grand imam d'Al-Azhar en Égypte, vous avez rencontré le patriarche maronite de Beyrouth, vous avez rencontré le grand rabbin de Jérusalem. Et à votre tour, vous avez été reçu par Laurent Fabius et par le président de la République, François Hollande. Donc, vraiment, beaucoup de gens vous ont soutenu. Question, je pose à Ilan,
et Samuel, vous pouvez rebondir. Quelles sont les expériences de dialogue interreligieux qui vous ont marqué à l'étranger et que vous aimeriez voir réaliser aussi en France? Alors je vais vous faire un scoop, et on en parle beaucoup dans les ministères actuellement quand on passe les rencontrer. Je pense notamment à la Longue Nuit des religions qui existe à Berlin, qui a été lancée par la mairie de Berlin et qui propose à tous les cultes d'ouvrir une nuit, un peu comme on a une nuit blanche à Paris, leur lieu de culte avec des manifestations culturelles, des spectacles, un thé à la menthe, n'importe quoi, mais au moins pour casser les préjugés et les stéréotypes religieux. Et c'est très suivi à Berlin? Ça existe depuis 3 ans à Berlin, si je ne me trompe pas, et les stéréotypes et les préjugés sont en baisse constant. Toutes les communautés sont petit à petit en train d'ouvrir. Il y en a maintenant 250 qui ouvrent aujourd'hui à Berlin une fois par an, la nuit de la Longue Nuit des religions, et on espère mettre ça en place à Paris. D'accord. Alors Samuel, il y a un petit bruit de fond là qu'on entend au micro. Malheureusement, j'ai dû sortir exactement, mais je pense que le bruit de fond s'est coupé. Ouais. C'est bon, parfait. Bon. Alors Samuel, à part cette longue nuit des religions, qu'est-ce que vous aimeriez voir réaliser en France? Je pense qu'il faut des espaces, il faut des instituts, il faut des centres, il faut des lieux qui soient dédiés, des murs et des salles qui soient dédiées à la rencontre, au dialogue, à l'action commune, à la mise en commun, à la coopération. Et ça existe. Ça existe à Buenos Aires, où c'est la Direction Générale des Cultes qui met à disposition ces espaces pour tous les cultes pratiqués en Argentine. Donc évidemment d'abord le christianisme, mais aussi un judaïsme qui est là depuis très longtemps, et une petite communauté musulmane. Et puis surtout, il y a à Singapour un modèle, un immense centre sur 5 étages qui s'appelle Harmony Center, donc le centre de l'harmonie, qui est dédié par ses espaces, par ses salles de conférence, ses ateliers, son exposition qui est au rez-de-chaussée, à la rencontre interreligieuse. Au Singapour, c'est 10 communautés religieuses reconnues par l'État. C'est de ça dont on a besoin. Et aujourd'hui, il faut investir en France, il faut trouver des investisseurs qui croient dans ce genre d'initiative. On a beaucoup d'instituts monocommunautaires et c'est très bien. Des instituts individuels par exemple. Là je suis dans l'Institut des cultures d'islam parce que ce matin on a une conférence avec Interfestour à l'Institut des cultures d'islam. Il faut des instituts interreligieux et interculturels, je crois que c'est fondamental. Eh bien écoutez, c'était important que vous en parliez à l'antenne. Et pour moi, c'était important qu'on vous connaisse mieux, les jeunes de Coexister, et qu'on salue donc ce travail. Donc une dernière fois, je donne à nos auditeurs l'adresse du site de ce tour extraordinaire de l'interreligieux, interfacetour.com. Je vous remercie. Merci Ilan Shalom. Merci beaucoup. Merci Samuel Jegowski. Et donc à très bientôt. Et amis auditeurs, je vous dis pas à dans 15 jours, puisque ce sera donc les fêtes de fin d'année, donc ce sera une rediffusion, mais je vous donne rendez-vous d'ores et déjà, donc en 2015. Amitié à toutes, amitié à tous, et à bientôt. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.